Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachis. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir David Allouche. David Allouche, économiste, expert des marchés financiers. Vous êtes également auteur et conférencier. Après avoir publié votre premier roman, La Kippa Bleue, aux éditions Erol en 2018, vous venez de publier Parler à ma mère, qui est votre deuxième roman, donc un livre publié en juin 2021 aux éditions Balin. David Allouche, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter Parler à ma mère, est-ce que vous accepteriez d'évoquer pour nos auditeurs votre parcours? Par exemple, me poser une question tout à fait simple et peut-être un peu superficielle, mais comment concilier votre travail d'économiste, d'enseignant et l'écriture de romans? C'est une très bonne question. Alors moi je suis un partisan de la séparation de l'auteur de l'œuvre. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui disent il faut lire l'auteur avec son œuvre, et puis il y a une autre école qui dit il faut séparer. C'est deux choses différentes, c'est deux choses autonomes. Alors je suis plutôt du côté de la séparation. C'est vrai qu'aujourd'hui avec les médias, la modernité, etc., on mélange un peu toujours. On mélange toujours un peu les deux. Donc pour moi, il y a quand même l'écrivain d'un côté et le roman de l'autre. Donc il faut pas trop mélanger et essayer de voir dans le roman la vie de l'auteur. Parce qu'en fait, c'est un roman. Ça veut dire que c'est une œuvre de fiction, c'est une œuvre d'imagination, c'est une œuvre dans laquelle on a mis son vécu, mais on ne raconte pas son histoire. Donc à trop vouloir coller les deux, ça peut être un petit peu dangereux comme lecture. Alors après, bien sûr, pour les très grands écrivains qui ont écrit 10 romans, 15 romans, l'intertextualité, voire l'intertextualité entre, bien sûr, chaque roman et un roman et la vie de l'auteur peut être intéressante. Bon, dans mon cas, c'est mon deuxième roman. Je crois qu'il faut être modeste. Mais pour essayer quand même de réunir, pour répondre sur le fond de votre question, pour essayer de réunir un peu ces deux éléments, j'ai une activité d'enseignant, maître de conférence en économie, qui est mon métier, que j'exerce depuis une vingtaine d'années. Et puis, bien sûr, j'ai une activité d'écriture. J'ai d'ailleurs écrit aussi un essai économique en 2016 et publié un essai économique aux presses universitaires de France. Voilà. Donc en fait, du coup, il y a un travail d'enseignement, et puis bien sûr, il y a un travail d'écriture. Alors ce qu'il y a en commun entre les deux, c'est bien sûr le goût des mots, le goût de la transmission et le goût des mots. Donc voilà, c'est comme ça que ces deux activités, pour moi, se rapprochent. Et puis l'écriture et l'oralité, là, pour le coup, il y a peut-être aussi intertextualité aussi, ce qui est peut-être au cœur, en tout cas, comme je l'ai lu, peut-être aussi au cœur de votre livre Parler à ma mère, dont la Torah, même en filigrane, me semble au centre aussi, entre la transmission, l'oralité et l'étude. J'aimerais bien commencer à entrer dans le sujet par la lecture du premier paragraphe de votre livre, qui est un livre qui est un roman court que personnellement j'ai lu d'une traite. Et... tant mieux, ça veut dire que ça se lit bien. Oui, non, vraiment, c'est plus il y a de l'humour, le style est percutant et écrit également avec délicatesse. Donc voilà, je me permets c'est pas uniquement pour en faire de la promotion, c'est vraiment parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu et je trouve que le premier paragraphe donne le ton et le tracé du roman. Je vais le lire. Si vous me demandez de parler de maman, je ne vous dirai rien. Je n'ai en tête ni la plante vulnéraire, ni la senteur des fleurs jaunes, ni le goût du fenouil mêlé à l'anis. Je me souviens que j'avais offert une couronne de jasmin à la femme que j'aimais. Je regarde encore souvent cette photo où Emma me sourit gênée dans son manteau bleu clin, en drap de laine fin, court, au toucher de velours. Et là, en fait, me semble-t-il, il y a le cœur du sujet, c'est-à-dire parler peut-être de ce qu'on ne peut pas dire et qui ne cesse d'être présent depuis des souvenirs parfois gauchis, en tout cas tel que le personnage principal le vit. Alors j'aurais une première question à vous poser. Comment vous est née l'idée de ce roman ? C'est une excellente question. Alors peut-être avant de parler directement de l'idée du roman, il y a quand même 3 grands écrivains et 3 grands romans qui sont dans ce roman. En tout cas, qui, moi, m'ont inspiré il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est bien sûr le livre de ma mère. C'est bien sûr le livre de ma mère d'Albert Cohen. C'est un des phares avec ce grand écrivain qui parle de sa maman séfarade, qui parle de sa maman aimante, de sa maman discrète,
Et alors, il le fait bien sûr après le décès de sa mère, ce qui n'est pas tout à fait le cas de parler à ma mère. Voilà. Mais bien sûr, ce roman hyper touchant, qui est une référence européenne sur la maman. Du coup, moi, ça m'a marqué. C'est un livre phare. Après, il y a 2 autres livres aussi et 2 autres auteurs, grands écrivains, qui m'ont bien sûr touché et qui sont un peu dans le roman, bien sûr. C'est Romain Gary avec La promesse de l'aube. Et avant d'attaquer la phrase que vous avez citée, qui est la première phrase du roman, il y a une citation de Romain Gary, je trouve, qui illustre un peu le roman. C'est une citation de La promesse de l'aube et c'est: tu as besoin d'une femme à tes côtés. C'est peut-être là le mal que je t'ai fait. Donc du coup, je l'ai vraiment mis en référence par rapport à cette citation-là. Alors là, bien sûr, chez Romain Gary, on a une mère aimante, couvante, un peu fantasque, dans La promesse de l'aube, par exemple. Mais bien sûr, on peut retrouver ça dans d'autres romans de Romain Gary. 3e roman, en tout cas qui m'a marqué, ou 3e écrivain, c'est bien sûr Philippe Roth. Alors là, l'américain, plus l'européen, mais l'américain, avec Porte-Noyer son complexe, où la mère est quand même est très très présente. Alors c'est une mère peut-être omniprésente contre lequel il se rebelle. C'est pas tout à fait le même ton qu'Albert Cohen. Mais c'est beaucoup sur la sexualité et le type. Voilà. Donc du coup, il y a quand même ces 3 œuvres qui sont un peu un soubassement, si on veut, de ce que j'ai pu écrire, en tout cas qui moi m'ont touché, m'ont inspiré. Après moi, ce que j'ai voulu faire en ce moment, j'ai voulu parler de l'antisémitisme, mais pas comme on en parle dans les médias. Dans les médias, on en parle de l'antisémitisme public. Une injure dans la rue, bien sûr un acte antisémite qui se produit réellement. Moi, j'ai voulu parler de l'antisémitisme de manière plus intime, l'antisémitisme dans le couple. Alors, je me suis mis dans la peau d'un personnage qui serait victime d'antisémitisme de la part de sa femme et qui doit réagir. Et toute la question du roman, c'est comment va-t-il réagir à cet antisémitisme ? Et même comment a-t-il réagi, puisque c'est toujours rétrospectif par rapport à des touches. C'était là aussi la force du roman, c'est que tout se passe aussi par touches, comme une palette de couleurs au niveau aussi des pensées du personnage. Donc le personnage Itzhak Raïm, sans évidemment donner que les grandes lignes du livre qu'il faut vraiment découvrir, mais Itzhak Raïm toque presque comme par hasard, ou par erreur, dirait-on, à la porte d'un psychanalyste, en lui disant qu'il passe son temps à jouer au tennis et à s'occuper de son fils en déprimant, dit-il, depuis qu'il a tué sa femme. Là, ça commence par là, une annonce brutale, et c'est de cette brutalité qu'il faut peut-être aussi apprivoiser. Et de quelle brutalité l'on parle? Est-ce que c'est celle de l'antisémitisme, celle de la réponse? Et est-ce que la réponse est symbolique ou réelle? Comment est-ce qu'on pourrait, à votre avis, décrire en fait tout ce qui se passe dans cette tête du personnage qui est assez perdu vis-à-vis de lui-même? Alors, je laisse oui. lire. Il faut lire le roman parce que du coup, oui, il faut surtout pas dire la fin. Voilà, c'est ça, la fin. Et beaucoup de réponses sont dans l'histoire qui est racontée. Mais pour essayer de répondre à votre question, pour moi, ce personnage, c'est un personnage qui doit réagir ou qui a réagi et qui raconte comment il a réagi. Bien sûr, qui raconte comment il a réagi. Mais sa problématique, c'était de comment réagir. Donc, il raconte sa manière de réagir à ce choc qu'il a vécu comme un choc. Alors, par rapport à la brutalité. Alors, je vais prendre une phrase du Talmud, l'amour et la haine dépassent toujours les bornes. Et d'en parler à ma mère, l'amour et la haine dépassent les bornes. Oui, en effet. Eh bien, c'est cette belle phrase du Talmud que nous allons écouter un premier interlude musical. Nous allons écouter la chanson Ya Mama de Idan Reichel, chantée par Zon Dahan et Leila Dorian. معلش مشيتي انتي عمري وحياتي دموع عيني فيك يا ماما شحال سريتي وخممتي فيا توحشت خيالك يا نور عينيا المهم انتي العزيزة المهم انتي الحبيبة يا بنتي يا دوعينيا كريتيني وتعذبتي فيا توحشت خيالك يا نور عينيا يا ماما دوعينيا انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم ونهار وليالي انا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما داو عيني انتي مشيتي وخليتيني
يا ماما كيفاش خليتيني بلاش نموت بالهموم ونهار وليالي أنا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي فين كنت لمويمة فين كنت الحبيبة أنا انتي من هاي مشيتي أولادي ينعملوها بيا المول نايف راجع عليا يا ماما ضو عيني يا انت مشيتي وخليتيني يا ماما Et nous sommes de retour du côté de Rachi avec pour invité David Alouche qui nous parle de son nouveau livre Parler à ma mère, publié aux éditions Ballant il y a quelques semaines. Alors avant de poursuivre notre entretien, peut-être pourriez-vous nous lire un petit extrait de Parler à ma mère et notamment autour du personnage de la mère d'Itzhak Raïm, le héros du livre. Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vais vous lire donc un passage qui est au début du livre. C'est pas le premier passage, parce que vous l'avez déjà introduit. C'est au chapitre 3. Donc, mais c'est introduit bien la mère. Donc, maman n'est pas la mère juive d'Albert Cohen, ni celle de Romain Gary. Naturellement, pas celle de Woody Allen. Elle n'est pas la mer morte sur laquelle on flotte. Pas la mer rouge, aménagée avec masques, tuba et poissons colorés. Avec ma mère aménagée, il n'y a ni vue dégagée sur la plage, ni sable fin. Ma mère est un port, un paquebot, qui vient de l'autre rive. Et c'est une très très belle description poétique. Ma mère est un paquebot. Il y a une sorte de navigation et on ne sait pas trop justement où naviguer. Et c'est peut-être là aussi un des grands drames du héros. C'est-à-dire qu'il perd sa boussole d'une certaine façon. Et comment naviguer avec son bateau lorsqu'on a perdu de vue le paquebot peut-être. Il y a quelque chose comme cela qui se joue. Enfin, encore une fois, sans déflorer le livre, le personnage central, Itzhak Raïm, entame donc une psychanalyse depuis qu'il a tué sa femme. En tout cas, depuis qu'il dit avoir tué sa femme. Et l'aveu de cette énormité, réelle ou symbolique, et peut-être aussi révélateur de son identité fracturée. Comment être juif quand on ne croit plus ou plutôt quand on ne pratique plus? Et n'est-ce pas, à votre avis, peut-être cette identité qui lui échappe et le paralyse du même geste? Vous avez raison de signaler le port ou l'ancre, qui est la mère. Dans le roman, je prends une citation d'Albert Cohen qui dit « Pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance ». Ou « Les fils ne savent pas tous que leurs mères sont mortelles ». C'est bien sûr autour de ça qu'est le roman, de la mère, de l'enfance, de la boussole qu'on a perdue, parce que la mère, pour un fils, pour une fille aussi, c'est une boussole, c'est ça qui a donné la base de l'identité, c'est ça qui a donné, avec bien sûr le père, mais qui a donné l'identité. Du coup, c'est cette boussole qui lui est manquante à ce moment de sa vie, et c'est cette boussole qu'il va retrouver chez le psychanalyste, comme vous le dites. Mais le livre, le roman, il y a une happy end, c'est-à-dire que le personnage va trouver... il faut pas le dire ça, il faut pas dire la fin. Il va tout retrouver, il va tout retrouver ce qu'il a perdu, il va retrouver l'amour, pour dire simple. Il y a quelque chose aussi qui est un peu de l'histoire de Job qui se joue aussi, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est perdu et en même temps il va le retrouver mais de manière complètement déplacée parce qu'il ne le retrouve pas à l'identique. Oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu croustillant. C'est qu'on trouve pas exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai, la liaison avec Job, j'y ai pas pensé en écrivant, mais vous la signalez, est intéressante puisque du coup, c'est vrai qu'il arrive des épreuves. On peut dire ça comme ça. Différentes épreuves. Alors, est-il éprouvé par Dieu? Est-il éprouvé par la vie, tout simplement? Ça, je laisse le lecteur avec son interprétation. En tout cas, il va vivre des épreuves qu'il va dépasser, et on va voir que ce narrateur, ce personnage principal, Itzhak Raïm, est résilient, et donc du coup va se réinventer. Et d'ailleurs, tout se joue peut-être aussi dans son nom lui-même, parce que on ne l'a pas encore évoqué, mais Itzhak Raïm a une signification quand même bien particulière. Itzhak, non pas Yitzhak, qui serait le rire ou le fils d'Abraham, même si c'est la consonne, mais Itzhak, c'est bien le couteau. Il y a bien l'idée d'une coupure, du couperet, du couteau, et Raïm, c'est la vie. Donc, il y a quelque chose qui se joue peut-être déjà dès son prénom, où en fait, il faut couper avec les siens pour commencer à vivre, et en même temps, c'est compliqué. Moi, ce qui m'avait bien plu, alors évidemment, il ne s'agit pas de lire ce roman comme si il y avait des grandes leçons de vie qui étaient... Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas lu comme tel, parce que c'est écrit aussi de manière suffisamment légère pour permettre au lecteur de se faire son idée aussi. Mais, oui, c'est une jolie histoire qui est racontée de manière humoristique la plupart du temps. Oui.
C'est Ou cela, tendre, ou exactement. tendre. Il y a rien de lénifiant, au contraire, c'est tout l'inverse même. Mais quand même, ça part aussi comme la jeunesse. Tu quitteras ton père et ta mère, et c'est là où tous les ennuis commencent, si on peut dire, pour le personnage. Et la question qu'on se pose avec Yitzhak, c'est mais est-ce que le prix n'est pas trop exorbitant? Alors, enfin, la coupure, elle est beaucoup dans le judaïsme. Hein. Elle est beaucoup puisque il y a la circoncision, il y a le sacrifice d'Isaac, hein, où la coupure n'a pas eu lieu, hein, mais en tout cas, il a failli avoir le couteau sur le fils. Hein. Puis même son mystique, il y a la brisure des vases, hein, la sévira, je crois. Donc du coup, la coupure est présente, et puis nous, on doit réparer cette coupure. Hein. C'est un peu ça, avec les éléments de tikkun, hein, de réparation. On doit réparer ce monde brisé. Voilà, le monde est un peu brisé, le personnage est un peu brisé. Il va se réparer, il va être résilient. Donc c'est vraiment ça, je pense, l'esprit du roman. Et puis il n'y a pas que ce personnage, il y a d'autres personnages tout autour de lui qui ont aussi chacun leur personnalité singulière. Jusqu'à maintenant, on parlait du psychanalyste, mais enfin le psychanalyste a un prénom, il s'appelle Lionel. Et Lucien, puis, Lucien, il s'appelle Lucien. Oui, Lucien, pardon, c'est Pas grave. absolument pardon. Mais donc Lucien, lui aussi a une vie quand même un peu particulière. Enfin, je veux dire, il a un passé, c'est un personnage qui a une consistance. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelques mots sur Lucien, qui est quand même au cœur du déplacement de la démarche que va faire Itzhak. Oui, j'aime beaucoup la relation entre Lucien et Itzhak, parce qu'ils ont une relation officiellement de psychanalyste et de psychanalysé, hein, mais en réalité, elle devient plus amicale. Elle est sous le mode du jeu. Hein. C'est comme s'ils jouaient un peu un match de tennis. Hein. C'est comme s'ils essayaient de marquer le point, quoi. Il y a un peu un jeu comme ça, un peu humoristique, un peu le point verbal, quoi. La phrase qui permettrait à l'autre de gagner le point ou de gagner le jeu et puis après de gagner le set. Mais ils gagnent ensemble, hein, puisque c'est quand même au service du personnage, du narrateur. Oui. Oui, c'est ça, c'est bien un ensemble, comme vous dites. Moi, j'aime bien quasiment à chaque fin de chapitre, la séance se termine par « vous me devez 100 euros ». Pourquoi 100 euros? Il faut bien donner quand même de son... Et il y a quelque chose qui est assez drôle parce que ça devient un jeu, en fait, entre C'est un jeu. Ça commence pas comme un jeu, mais très très vite, c'est un jeu. Puis, l'autre question de fond, enfin, il y en a à foison, mais la question aussi qui se pose, c'est celle de quelle place peut-on avoir dans une modernité qui, en fait, se dit moderne et où tout le monde a sa place, où finalement, tout le monde, visiblement, n'a pas toujours sa place. Comme la relation qu'il a avec Emma, qui est une relation qui finit presque par être, j'allais dire toxique, mais c'est un mot un peu trop à la mode, mais en tout cas, qui est toujours dit sans le dire, où il se retrouve toujours à la mauvaise place, toujours à la place de celui qui n'agit pas toujours comme elle voudrait qu'il agisse. Alors la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'il peut exister une conciliation entre une certaine mixité prônée par la modernité, mais est-ce que cette mixité est peut-être tout à fait de façade, et le respect de la tradition? Et pour lui, il n'avait pas trouvé la solution avec Emma, visiblement. Voilà, tout à fait. Alors, cette question de conciliation entre modernité et tradition, c'est pas dans le livre, c'est pas traité. On dit pas comment traiter. Alors après, je vais vous répondre moi à titre personnel, mais c'est pas dans le livre. C'est l'auteur qui parle à titre personnel. Du coup, par rapport à cette conciliation, c'est vrai qu'il y a, on va dire, parce que le personnage, il a une relation d'amour avec Emma. Il l'aime toujours, je crois. Et du coup, il y a un problème du deuil de l'amour. C'est vraiment ça la question. Il y a le deuil de la mère, il y a le deuil de l'amour pour la mère, ou qu'est-ce qu'on fait de l'amour pour la mère, et il y a aussi bien sûr le deuil de l'amour pour la femme. Oui. C'est ça le cœur du roman, c'est bien sûr l'amour, son deuil, et puis bien sûr le nouvel amour qui va arriver. Mais pour répondre à votre question, il y a un conflit fondamental entre, on va dire, la modernité, qui promeut l'amour, passion, l'amour instinctif, l'amour sans critères, l'amour donc pour quelqu'un de juif, pour quelqu'un de non juif, l'amour au sens pur du terme, on va dire, qui nous dépasse, qui viendrait du profond et qui nous dépasse. C'est quand même très clair que c'est une des valeurs de la modernité. Et puis bien sûr l'aspect tradition, notamment la tradition rabbinique juive, qui met un certain nombre de critères au couple, au mariage, et donc à qui on doit aimer. Il y a bien sûr un conflit entre les deux. Je pense que plein de jeunes juifs, moins jeunes juifs, ou des gens pas juifs, mais qui sont liés à une tradition aussi forte, ressentent ce conflit et ont du mal à se déterminer par rapport à justement cette envie d'amour ou cette personne qu'on aime, et puis faire un choix qui soit respectueux de la tradition ou qui plaise aux parents, des choses comme ça. Voilà. Du coup, il y a ce conflit-là. Et donc, la conciliation entre les deux, dans la tradition rabbinique orthodoxe, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conciliation, il y a conflit, un point. Alors, la tradition libérale permet d'éviter ce conflit et de garder l'amour de la modernité et puis, bien sûr, la tradition. Mais là, je vais laisser la parole à Delphine Orvillard.
Une réponse tout à fait pertinente à poursuivre, comme on dit. Pour une seconde pause musicale, nous allons écouter un extrait de la bande originale du film, donc de la bande son originale du film A Serious Man des frères Cohen. Et nous sommes de retour du côté de Rachid avec pour invité David Alouche qui nous parle de son nouveau livre Parler à ma mère, publié aux éditions Ballant il y a quelques semaines. Ah, même pas, hein, c'est sorti la semaine dernière. C'était la semaine dernière, mais oui. C'est sorti le 24 juin, donc on en parle, ça fait même pas une petite semaine. Écoutez, en tout cas, je suis très heureuse que Thème Radio, du coup, ait la primeur de l'ouverture et de la découverte de votre livre. Merci à vous, Géraldine. Et donc, Parler à ma mère, publié aux éditions Ballant, vraiment un roman que je conseille fortement pour les lectures de cet été. Pour cette dernière partie d'émission, en fait, j'aimerais bien insister sur ces femmes qui traversent la vie d'Itzhak. Emma, non juive, Carly, la Joyce, princesse de Courbevoie, une autre femme avec qui il trouvera l'amour, mais là je préfère ne pas en parler pour ne pas donner en fait l'épilogue du livre. Et dans tous les cas, en fait, ce spectre du féminicide en réponse à l'antisémitisme des dernières paroles d'Emma, la question en fait de ce couperet qui pèse sur la tête du héros, qu'entre les deux mon cœur balance, est-ce que avec une femme non juive il y a le risque de l'antisémitisme, mais en fait il y a aussi le risque de la femme objet qui elle-même s'identifie à ses possessions. Alors que faire avec une femme juive aussi, il y a le risque de l'antisémitisme, hein, parce que il y a la haine de soi. Tous les juifs ne sont pas toujours à l'aise avec leur identité et leur culture. Je vous remercie de préciser cela et je vais vous dire, la soit dit en passant, ça fait quand même un sacré imbroglio quand même. Et de cet imbroglio, évidemment, on peut penser à Woody Allen avec la séance de psychanalyse, alors quand j'ai lu votre livre, moi immédiatement c'est le film Serious Man des frères Cohen qui m'a frappé, qui est une sorte de Job version modernisée avec ses épreuves, avec d'un homme qui se cherche également. Alors bon, la fin est tout à fait différente, hein, évidemment, chez les frères Cohen que d'en parler à ma mère. Mais peut-être que le fond du problème de d'Itzhak, est-ce que, au fond, ça serait pas de prendre la vie un peu trop au sérieux, comme il le fait depuis le départ? Alors merci pour ces comparaisons. Hein. Bien sûr, le livre il est dans la lignée de Woody Allen, hein, avec la psychanalyse, l'humour juif, les questions qu'on se pose sur sa vie, et puis l'idée d'avancer, bien sûr. Il est aussi, bien sûr, en lien avec les frères Cohen. Moi, j'adore ce film, Serious Man, et beaucoup de films des frères Cohen, parce que c'est l'humour noir, c'est l'humour juif, c'est cette tradition-là hein, qui est portée au cinéma, qu'il porte avec excellence. Hein. Donc du coup, moi aussi, j'adore. Donc merci pour la comparaison. C'est dans cet univers-là qu'on est. Hein. Je crois que c'est tout à fait le cas. À la différence de Serious Man, vous l'avez signalé, il y a une happy end. Il s'en sort. Tandis que Serious Man, pas trop. Oui, quoi. Non, mais c'est le cataclysme total dans Serious Man. Oui. Alors, moi, je dirais que comme personnage, si on veut chercher un personnage dans la littérature ou dans le cinéma, c'est plutôt un Solal, ce personnage. Oui. Mais qui doit faire le deuil de son amour pour Ariane, si on prend Solal Ariane d'Albert Cohen, et qui après retrouvera l'amour. Parce qu'il est résilient. Je le répète, voilà. Je le verrais plutôt comme un magnifique, si on veut. Et d'ailleurs, il réussit tout ce qu'il touche. Il a fait fortune, il a trouvé l'amour une première fois, il va peut-être retrouver l'amour, et puis il va retrouver un nouveau désir, et la fin du livre dira quel nouveau désir il a trouvé. Donc c'est plutôt un magnifique. Je dirais plutôt ça comme ça. En tout cas, encore une fois, pour cette lecture de l'été, je vous conseille Parler à ma mère de David Alouche aux éditions Ballant. Et nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup David Alouche d'avoir accepté notre invitation. Merci Géraldine. Et aujourd'hui est donc la dernière émission de l'année. Et avant de nous quitter, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et vous dis à la rentrée. À bientôt. Portez-vous bien. Bel été.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious.